Le VIH est une affaire de tous, enfants, femmes, hommes, familles. Tout le monde doit mener le combat et dans ce combat, quelle serait l'implication de la famille pour freiner l'élan de la maladie? Pour répondre à cette préoccupation, Spotlight Sida reçoit pour vous aujourd'hui Madame Touré Penda pour parler de VIH, Sida et famille. Bienvenue à tous. Merci Madame d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Et nous allons recevoir aussi tout à l'heure notre chroniqueur Serge Kolia. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons suivre ce reportage de Charles Tatou, reportage sur le Centre Solidarité Action Sociale de Boaké, un centre qui fait parler de lui en matière de lutte contre le VIH-Sida. Regardez. Créé en 1992, le Centre Solidarité Action Sociale, Centre SAS de Boaké, fait partie des ONG du pays qui se sont très vite lancées dans les activités de lutte contre le VIH-Sida. Aujourd'hui, cette ONG dispose d'un centre materno-infantile grâce à l'appui de PEPFAR à hauteur de 20 millions de francs CFA. On estime à 6 023 les effectifs des familles enrôlés dans ce centre, dont 3 461 sous les antirétroviraux. Des cas de couples discordants, on en trouve aussi au centre SAS. Cette situation n'a aucun effet sur leurs enfants. Depuis 1984, je suis allé faire mon test. Il s'avère que je suis positif. Et vraiment, la famille a pris un choc. Pendant 2 mois, nous avons pu gérer le choc. Et maintenant, je viens prendre mes médicaments au centre SAS. Et je vous dis que je suis marié légalement. J'ai 9 enfants. Et tous sont séro-négatifs. Le dernier même a 7 ans. Donc, c'est eux qui me soutiennent. Et lorsque j'ai partagé mon statut avec mon épouse, en tout cas, ça va bien. Parce que je suis un peu libre au niveau psychologique. Je suis libre de mes gestes. On fait des projets ensemble, on fait tout ensemble. Ceux qui sont vraiment... qui sont dans la situation, n'ont qu'à annoncer le statut parce que ça dégage. Voilà, ça rend libre. Le centre SAS est l'une des ONG de l'intérieur du pays qui a mené des actions avérées sur le terrain. D'ailleurs, cela lui a permis de devenir, depuis 2012, une structure non gouvernementale d'utilité publique. Madame Touré Penda, nous venons de suivre ce reportage de Charles Tatou. Du fait de ses résultats probants, votre organisation non gouvernementale est devenue une structure d'utilité publique en 2012, c'est ça? Exactement, nous sommes devenus une structure d'utilité publique en 2012 du fait de, disons, toutes les activités que nous avons menées dans la zone. L'ONG a vu le jour depuis le 15 mai 1995 et à la faveur de la crise, je peux dire que nous sommes la seule ONG qui est restée dans cette zone et nous avons mené des activités de tout ordre. D'abord pour les personnes vivant avec le VIH, mais nos structures étaient aussi ouvertes pour toute personne qui avait besoin de soins avec l'aide de la Croix-Rouge. Et aujourd'hui aussi, nous avons pu, avec l'aide de nos partenaires, avoir nos propres structures, un patrimoine qui est assez important, des locaux qui appartiennent à l'ONG. Nous avons un laboratoire. Nous avons un des centres pédiatriques communautaires le plus fréquenté grâce au PEPFAR. Et nous travaillons dans 4 régions de la Côte d'Ivoire. Madame, nous allons revenir tout à l'heure sur les actions du PEPFAR, mais nous avons entendu un témoignage touchant, un homme séropositif qui a 9 enfants qui sont nés séronégatifs, des enfants sains. C'est curieux, madame. Comment cela peut-il se faire? Comme vous le dites si bien, c'est curieux. Mais cela est possible avec le suivi. D'abord, c'est d'accepter sa situation, de le partager, comme il a dit,
et de suivre les conseils des médecins, mais surtout des travailleurs sociaux et des conseillers. Quand la femme tombe enceinte, malgré la séropositivité, si elle est bien suivie par les conseillers, par le corps médical, l'enfant naît sain. Aujourd'hui, la plupart de nos enfants, les femmes qui sont suivies au sein du centre pédiatrique, parce que nous avons évolué, nous sommes devenus centre maternaux-infantile, au sein de ce centre, en collaboration avec les structures sanitaires publiques, surtout les maternités, la plupart de ces enfants naissent négatifs. Donc il y a beaucoup d'espoir. C'est vrai, l'État de Côte d'Ivoire en a fait beaucoup, parce qu'aujourd'hui, les activités de VIH sont introduites dans le paquet minimum des soins. Mais cela ne suffit pas. Le VIH-Sida, ce n'est pas seulement le médical, c'est surtout l'accompagnement communautaire et psychosocial qui accompagne. Ce qui nous amène à parler de vos projets. Quels sont les projets exécutés par le centre SAS et particulièrement ceux financés par le PEPFAR? Nous avons parlé tout à l'heure des actions du PEPFAR. Le centre SAS pilote environ 6 projets, 2 avec le PEPFAR et non des moindres. Le projet que nous finançons avec le PEPFAR est porté sur l'accompagnement communautaire, en complémentarité des activités médicales menées par les structures de santé publique, mais aussi des ONG. Un des projets phares du PEPFAR, c'est ce que je vous dis, c'est le centre maternel-infantile, qui a été un rêve pour le centre Solidarité Action Sociale, parce qu'avant la crise, nous accompagnons nos enfants à la mort, beaucoup d'enfants sont décédés, parce que même quand il y avait les ARV, c'était pour les adultes. Ouais. Beaucoup d'enfants sont décédés. Et le PEPFAR, à travers la fondation Elisabeth Glaser, a écouté nos plaidoyers et ils nous ont installé ce centre maternel-infantil, d'ailleurs, que nous avons dénommé Ariel Glaser. Votre structure prône l'approche famille. En quoi consiste cette approche? Nous sommes partis de constats très simples. Il y avait beaucoup d'orphelins du sida qui ne se savaient même pas orphelins du sida parce que les parents décédaient avant même de savoir. Et nous avons dit, avec tous ces enfants, si nous créons une structure pour regrouper tous ces enfants, la prise en charge allait être énorme. Donc d'abord, il fallait laisser les enfants en famille. Avant que la personne ne décède, il fallait mener des actions pour que cet enfant-là, une fois que le parent décède, reste en famille. Quand nous rentrons dans cette famille, nous faisons de la sensibilisation sur le VIH-Sida. Pour que les personnes comprennent qu'on ne contracte pas le VIH-Sida parce qu'on vit avec quelqu'un, parce que quelqu'un est de proximité, mais au contraire, il faut accompagner la personne, il faut l'assister. Parce que la personne qui connaît son statut est moins dangereux que celui qui ne le connaît pas. Quel impact peut avoir l'épidémie à VIH-Sida sur les ménages et les familles donc? Je peux dire impact grave. Le conjoint qui vient de découvrir qu'il est séropositif, vous voyez tout ce qui engendre. Comment ils vont faire s'il n'y a pas d'accompagnement? Donc il y a des dislocations de famille. Les enfants sont restés pour compte parce qu'on pense que tous les enfants issus d'une famille, d'une personne séropositive est automatiquement séropositif. Alors qu'on a vu la preuve de ces témoignages et les enfants sont laissés pour compte. Personne n'a envie de venir en aide. Donc l'impact est énorme sur les familles. Mais l'impact diminue quand il y a un très bon accompagnement. Un très bon accompagnement où cette famille sait qu'on peut l'écouter quelque part, qu'il peut partager ses craintes et ses angoisses. Vous parlez d'un bon accompagnement. Nous allons suivre ce micro-trottoir qui pose cette question. Quelle serait votre réaction si vous apprenez que votre partenaire est séropositif ou séropositive?
Quelques personnes interviewées donnent déjà leur avis sur le sujet. Regardez. Ça va me choquer d'abord. Puis bon, par la suite, on va faire avec. C'est mon mari, je fais comment, je ne peux pas l'abandonner pour ça. S'il est séropositif, François dit si vraiment je l'aime, je ne vais pas le quitter pour ça. Il y a des médicaments pour ça, et puis on peut se protéger, on n'est pas contacter la maladie et tout ça. Donc le fait d'être séropositif, ce n'est pas une fatalité, quoi. Je serais un peu frustré, mais il est de mon devoir de la soutenir. Ce n'est pas une question de la laisser au compte, donc c'est obligé de la soutenir. Voilà. Et l'amener soit à l'hôpital, puisqu'il y a des services spécifiques pour traiter cette maladie-là. Je vais la mettre à la disposition de ces services-là pour qu'elle soit traitée. Je prends la chose comme ça, je prends ça comme toute autre maladie, puis on va se mettre au traitement. Si jamais ma femme vient me dire qu'elle a le sida, et que moi je n'ai pas le sida, elle va à la porte, c'est l'infidélité. Non, on ne badine pas avec. Madame, on a entendu quelqu'un dire tout à l'heure que si sa femme est séropositive, c'est signe d'infidélité, il la met à la porte. Est-ce le bon comportement? C'est vraiment pas le bon comportement. Heureusement qu'il y a eu d'autres qui ont dit nous allons faire avec. C'est pas le bon comportement. Est-ce que lui, il a fait son test? Est-ce qu'il connaît son statut, lui? Est-ce qu'il sait comment cette dame a pu avoir la maladie? Il parle d'infidélité. C'est vrai, comme je l'ai dit, à plus de 50%, c'est pas le sexe. Mais il y a bien d'autres moyens pour être contaminé. Il y a plusieurs sortes. C'est une dame. Est-ce que c'est pendant son accouchement? Est-ce qu'elle n'a pas pris ça dans un milieu, un autre milieu? C'est de dire qu'on ne pilote pas assez sur l'origine du VIH-Sida. Et tenez-vous bien, il y a de plus en plus de couples discordants qui vivent en harmonie avec tous les conseils qui les accompagnent. Je le répète, autant vivre avec quelqu'un qui connaît son statut, qui prend toutes les précautions pour protéger son entourage, plutôt que quelqu'un qui ne connaît pas son statut. Quelle stratégie proposez-vous pour favoriser l'acceptation des personnes infectées? C'est un des éléments phares de l'approche famille. Une personne qui vient vers nous, qui est séropositive, une fois elle a accepté son état, on lui demande de partager. Mais toujours avec cet accompagnement. De partager comment? De partager son statut avec une personne en laquelle elle a confiance. Ça peut être son conjoint, ça peut être sa mère, ça peut être sa sœur. Si la personne ne peut le faire seule, on demande à la personne de se rendre à la structure avec celle avec laquelle elle veut partager. Et tout ce qu'il y a aujourd'hui comme traitement, la personne vivant le VIH-Sida est le mieux suivi que d'autres personnes, parce que tout est gratuit. Le bilan de santé qu'il fait, les traitements, tout est gratuit. Et c'est tous les 6 mois. Pour les personnes qui, soi-disant, négatifs, ils font combien de bilans dans l'année? Donc déjà, il y a de la matière à faire convaincre, à convaincre l'autre à accepter celui qui a des difficultés. Il y a le fait aussi que quand on rentre dans la famille, c'est une manière de demander à la famille de nous aider à suivre la personne qui est malade. C'est lui, son parent. Cette personne, à l'intérieur, c'est-à-dire d'autres personnes, devient le relais au sein de cette famille. Et cela aussi permet à tous les membres de la famille de pouvoir se dépister. Si c'est la femme qui est séropositive ou bien l'homme, mais que l'autre ne connaît pas son statut. Mais pendant que tu es en train de bien te porter, l'autre est en train de tomber malade. Si c'est l'enfant qui est infecté, mais il faut le prendre rapidement en charge. Sinon, tu perds les enfants. Je crois qu'aucune famille n'a envie de perdre son enfant. Justement, dans le cas des adolescents infectés, qu'est-ce qui est fait? Aujourd'hui, nous avons nos premiers enfants nés séropositifs qui ont 20 ans.
qui sont dans les lycées, qui sont à l'université, qui posent des problèmes de sexualité. Mais c'est ce que je dis, c'est toujours l'accompagnement. Ils font des groupes de parole entre eux. Ceux qui connaissent les statuts, parce qu'à partir de 10, 11, 12 ans, on commence à préparer l'enfant avec son parent, à lui annoncer la maladie qu'il a. Il y a des enfants précoces qui posent la question très tôt. Si on ne le fait pas très tôt, il ne comprend pas pourquoi lui il est bien portant et puis il est tout le temps en train de prendre les médicaments. Donc on fait l'annonce. Mais l'annonce se fait entre eux pratiquement. Ils se préparent entre eux. Pour ceux qui connaissent leur statut, ils ont leur groupe de parole et il y a un d'entre eux qui va faire un groupe de parole avec ceux qu'on est en train de préparer à connaître les statuts. Quelquefois, c'est très dur. Ils sont nés avec. Je crois que sur le reportage, vous avez vu un certain nombre d'enfants où ils viennent régulièrement. Il y a des groupes de parole, comme je le dis. Il y a le groupe où ceux qui sont au courant, ils se parlent. Et il y a deux d'entre eux qui peuvent parler aux autres pour dire, mais tu viens ici, tu ne sais pas. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu viens ici, par exemple? C'est des questions. Et c'est des échanges. Jusqu'à ce que on finisse par dire, ce que tu as, voilà, c'est, tu vis avec la maladie. Tu vis avec le virus, mais tu n'es pas malade. Mais il faut que tu continues si tu ne veux pas être malade. Donc il y a beaucoup d'avantages lorsque la famille s'implique dans le suivi de la personne vivant avec le VIH. Une famille, elle est faite pour protéger son membre. Cette personne qui est déjà diminuée moralement, psychologiquement, qui se pose des questions, moi, où est-ce que j'ai pu la voir? Si elle est soutenue avec la famille, elle finit par oublier sa situation. Si même au dehors, cette personne est attaquée par des railleries, mais la famille est là. La famille l'appuie. Et la famille accompagne. C'est la famille qui viendra dire, même quand la personne est fatiguée, parce que de toute façon, c'est un traitement à vie. Et quelquefois, les traitements sont durs. Quelquefois, il y a les effets secondaires. La structure, les conseillers dont je parle, ne vivent pas au quotidien avec les personnes avec le VIH. Mais c'est à la famille de prendre la relève. Les obstacles, quelquefois rapidement, et ça, c'est la plupart du temps les hommes, très rapidement, ils répudient la femme et ses enfants, mais c'est sa grande peur à lui-même. Quelquefois, l'homme qui fait ça, il est suivi aussi ailleurs. Quelquefois, nous découvrons que la personne est dans notre fichier. Il n'a pas partagé avec son épouse. Donc, c'est l'entretien et l'écoute qui amènent à débloquer certaines situations. L'éradication de la transmission mère-enfant du VIH est un objectif majeur. Pouvez-vous partager avec nous votre expérience dans ce domaine? Le centre materno-infantile Ariel Glaser nous a permis de sauver beaucoup d'enfants. Nous allons annoncer la rubrique SIDA Actu et c'est avec Serge Collier, notre chroniqueur. Bienvenue Serge. Merci Delphine de nous recevoir sur votre plateau. Serge, le thème du jour c'est VIH et famille. Quelle est l'actualité sur la toile concernant ce sujet? Alors, VIH et famille, c'est un sujet très important sur la toile. Le débat se fait, on le dit, une personne qui est atteinte du VIH-Sida a besoin d'être entourée. L'entourage doit véritablement couvrir cette personne de soins et vraiment d'attention parce que avoir la maladie du sida, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'avancées dans le traitement et tout ça, mais il y a ce côté psychologique-là qui touche toujours le séropositif et qui font en sorte qu'il a besoin d'être entouré. Donc, les spécialistes sur la toile, en général, ce sont des recommandations qu'on fait à toutes ces familles. Il faut entourer le malade. Première chose, il faut être toujours proche de ce malade. Il faut être à côté de ce malade, passer du temps avec le malade. Il faut faire en sorte que le malade puisse s'alimenter, c'est très important.
s'alimenter et prendre ces médicaments. Donc, c'est des éléments essentiels que les spécialistes recommandent à toutes ces familles qui sont confrontées à des situations de ce genre. Et donc, au-delà donc de tous ces éléments, on peut dire que la personne qui est amenée à encadrer, à soutenir un malade du VIH-Sida, il faut que cette personne soit aimante, il faut que cette personne soit encourageante, il ne faut pas que cette personne ait souvent un comportement comme si elle avait peur. Il faut vraiment que la personne soit autour. Donc, voici des éléments qui sont essentiels que les spécialistes disent. Entourer le malade, être à ses petits soins, lui permettre de prendre ses médicaments. Il y a aussi la santé du malade. C'est des recommandations aussi qu'on fait aux malades. C'est vrai, vous avez besoin d'être entouré, mais le malade aussi a besoin de prendre des dispositions. Il faut que si le malade est un consommateur de cigarettes, par exemple, il faut qu'il arrête de consommer la cigarette parce que son système immunitaire s'en trouve gravement endommagé. Il y a l'alcool qu'il faut éviter de consommer quand on est séropositif. Il faut donc toutes ces mauvaises combinaisons, tous ces mauvais amis, il faut les éviter. Et puis, avoir du repos, se reposer beaucoup. On le dit aussi, les spécialistes le disent, il faut se reposer beaucoup. Il faut surtout, au-delà du repos, faire des exercices physiques. Voici quelques éléments qu'on pourrait recommander à certaines personnes, aussi bien aux malades qu'aux personnes qui... Madame Touré, quelques éléments à ajouter? Avec les ARV aujourd'hui, une fois qu'il prend correctement ses ARV, c'est vous, c'est moi. Il faut qu'il aille à son boulot, il faut qu'il se dise que c'est une maladie comme toute autre. Il faut l'y amener. Serge, autre commentaire? Alors, d'autres informations, on vous dira peut-être... cette information sur la toile que nous avons pu avoir sur la toile qui est encourageante aux États-Unis où il y a cette volonté des spécialistes de faire reculer la maladie. Aujourd'hui aux États-Unis on permet à certaines personnes d'utiliser de façon préventive les antirétroviraux. On parle du Truvada, un médicament qui est une combinaison de 2 antirétroviraux. Le Truvada permet aujourd'hui de pouvoir éviter cette maladie, c'est-à-dire quand on est personne à risque, notamment homosexuel ou professionnel du sexe, alors on vous met sous Truvada qui vous permet à 92% d'éviter la maladie. Selon les spécialistes, sur les 20 dernières années, la courbe en ce qui concerne la pandémie du VIH-Sida, la courbe n'a pas décliné, elle est toujours restée à un niveau, on va dire, stagnant ou peut-être croissant. Et donc, ce traitement-là préventif, Truvada, peut permettre de faire reculer, de faire baisser la tendance. Donc, pour tout vous dire, les choses avancent en matière de lutte contre le sida dans le monde entier. Gardons espoir. Serge, vous invitez les téléspectateurs à réagir sur la toile? D'accord, on va inviter les téléspectateurs à réagir sur la toile. Ils réagissent toujours, comme je vous le disais tantôt. On va peut-être consacrer une spéciale rubrique Sida Actu à nos téléspectateurs. Ça va nous permettre de lire toutes leurs contributions. Mais pour l'heure, voilà, nous continuons de recueillir leurs commentaires et leurs avis. Et toujours dans cette optique, ils peuvent nous écrire à partir de facebook.com/spotsida ou à spotsida@rti.ci. Je crois que c'est les 2 adresses, je ne me suis pas trompé. Et donc, nos téléspectateurs peuvent nous envoyer les contributions toujours à partir de ces 2 interfaces. Après ces échanges, qu'est-ce que le téléspectateur retient de façon concrète? C'est votre rubrique Conseils pratiques. Madame Penda, quels conseils pratiques à l'endroit des téléspectateurs concernant le thème du jour, VIH et famille? En prenant régulièrement les ARV, on vit comme tout le monde. À telle enseigne qu'aujourd'hui, les personnes avec le VIH-Sida ont plutôt d'autres besoins. Envie de travailler, envie de s'affirmer, envie de faire des enfants, se marier. Il faut que la famille accompagne. Et s'il y a une personne avec le VIH dans la famille, surtout les conjoints et conjointes, acceptez de faire votre test de dépistage et faire le test de dépistage des enfants parce que c'est dommage. Ce serait vraiment dommage de regarder son enfant décédé. Je rappelle que vous êtes responsable du centre SAS et avec vous, nous avons parlé du VIH, SIDA et famille. Gardons toujours espoir. C'est la fin de votre magazine Spotlight SIDA.
Merci de votre fidélité et bonne santé à tous.